OK. Donc, bienvenue à ce premier cours de Level Design. Fait qu'aujourd'hui, en gros, ce sera pas... on va moins toucher directement au Level Design dans ce cours-ci. Mais je vais plus vous apprendre que vous aurez besoin comme outil pour faire le cours, puis faire du Level Design par la suite. On va avoir aujourd'hui, concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite présentation de cette quoi de plan de cours général, qu'est-ce que je prévois en fait cet été, à chaque semaine qu'on va faire. Après ça, les petits travaux que vous allez faire au fur et à mesure. Parler aussi du projet de jeu sur lequel on va travailler pendant ce cours-ci. Puis finalement, je vais vous faire la présentation de Unreal, puis vous présenter le premier devoir qu'on va avoir. Fait que je propose Ouais. qu'on aille directement là-dessus. Tout va bien. Fait que on va commencer par le petit PowerPoint. Partage d'écran. Parfait. Est-ce que tout le monde peut voir? Oui. Ouais. Yes. Parfait. Yeah. Donc, en fait, le projet sur lequel on va travailler, je vais revenir un peu plus tard, mais ça va s'appeler le Grand Serpent à cornes. Ça va être des exercices de level design qu'on va faire à partir d'un template que j'ai programmé puis que je vais continuer de développer au fur et à mesure du cours, qui en fait est un jeu d'action horreur inspiré de la mythologie amérindienne. Fait que c'est là-dessus qu'on va travailler pendant l'été. Fait que pour le plan de cours, en fait, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'en premier cours, comme je disais aujourd'hui, on va participer à l'introduction de Unreal puis aux outils de blocking. Après ça, par la suite, on va passer la semaine 2 plus, on va vraiment rentrer dans le level design, fait que ça va être directement le guidage du joueur, comment réussir à montrer le chemin que le joueur crée des golden packs, créer des chemins secondaires, etc. Semaine 3, on va passer directement à l'apprentissage du mécanique puis au tutoriel directement. Semaine 4 et semaine 5, j'aurai certaines semaines que je vais être absente là-dedans pour des raisons de voyage. Puis dans ce temps-là, qu'est-ce qu'il va faire, c'est que ça va être les travaux que je vais vous donner, que vous allez pouvoir continuer à travers ça. Dès la semaine 6, on va passer à l'Environment Storytelling. Fait que j'ai pas de spécialité là-dedans, mais j'ai fait pas mal de recherches, puis j'ai demandé à d'autres collègues qui travaillent là-dedans pour pouvoir vous en présenter un peu, parce que dans les projets, on va faire du level design, mais on va souvent toucher soit au level art, mais aussi aux éléments de level design qu'on peut ajouter pour l'environnement storytelling. Finalement, après ça, semaine 7 puis semaine 9, comme vous voyez, ça va être des analyses de jeux. Il y a des jeux qui sont connus pour avoir d'excellents level design, puis qui ont beaucoup fait parler. Puis on va analyser les niveaux-là, puis voir pourquoi est-ce que ces niveaux-là sont si exceptionnels que ça. Et semaine 8, on va avoir un cours sur le respect de la narration, un truc que j'ai beaucoup travaillé à travers ma job chez Spiral, de quand j'ai un script puis que je dois faire un niveau en fonction d'un script qui m'est donné, comment est-ce qu'on peut, comment ça change de méthode de travail, puis comment on fait ça. Concrètement, là-dedans, en fait, dans les travaux, c'est qu'à chaque semaine, je vais, en fait, pour dire, je m'inspire d'un cours que j'avais eu au cégep sur le level design, qui, en gros, à chaque cours, qu'est-ce qu'on faisait, c'est qu'on développait à partir d'un template que le professeur nous avait donné, puis on réalisait des level design en fonction de la matière qu'on apprenait. Dans le cours, on faisait comme plus, il y en avait beaucoup plus de matière théorique, puis on faisait comme euh, je pense, un ou deux projets de level design à travers tout le cours. Moi, je vais vraiment plus partir sur quelque chose qui va être main dans la pratique puis qu'on va travailler au fur et à mesure dessus. Fait qu'à travers les semaines, vous allez avoir 4 level design que vous allez faire en 10 semaines. Puis ces level design-là vont tout le temps être liés à la dernière matière qu'on a appris. Fait que par exemple, le premier que vous allez commencer dès cette semaine avec les outils que je vais vous apprendre, ça va être la chasse, que je vais vous mettre plus en contexte tout à l'heure. Puis ça va être un des niveaux du jeu où vous allez pouvoir commencer à intégrer en fait le chemin du joueur à travers ça. Est-ce qu'on a des questions jusqu'à maintenant? No. Non, c'est good. Parfait. Aussi, si jamais vous avez des questions pendant que je suis en train de donner la matière, vous pouvez soit, je pense qu'il y a des emotes
Peut-être faire un emote pour essayer de lever la main, là. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait prendre. Sinon, vous pouvez juste ouvrir le micro et m'interrompre. Pas de problème avec ça. C'est good. Fait que le projet dans lequel on va travailler, synopsis, comme je disais, c'est le grand serpent à cornes. Fait que dans une forêt dense et mystérieuse, un grand chaman, maintenant shapeshifter, a réalisé un rituel macabre qui a déséquilibré les forces sacrées de la nature. Ce rituel a renforcé le pouvoir du grand serpent à cornes, représentant du chaos et de la mort, au détriment du Thunderbird, symbole de la vie et de l'équilibre. En conséquence, des créatures malfaisantes issues du folklore amérindien, telles que le Wendigo, les Flying Head et les Deux Visages, ont envahi la région. Le héros, armé de son arc et de ses compétences de survie, doit naviguer à travers ces terres désolées, affronter ces créatures maléfiques, déjouer les plans du shapeshifter. En chemin, il découvrira des totems anciens, des symboles sacrés et des secrets oubliés qui l'aideront à restaurer l'équilibre entre les forces du bien et du mal. Fait qu'on part sur un jeu assez classique de la quête du héros, concrètement. Tout le côté narratif du jeu va être mis principalement pour les quêtes du personnage. Et pour qu'est-ce qui est tous les éléments plus poussés au niveau narratif, comme par exemple la personnalité de notre personnage, son histoire, etc., ça va être pour ceux qui sont intéressés à faire du design narratif que je vais donner des petits travaux à faire avec ça au fur et à mesure du travail pour réussir à, en fait, à se pratiquer là-dedans, concrètement. Voilà la description. C'est un jeu qui est inspiré des Resident Evil 7 et 8, fait qu'un jeu de action-survie vu à la première personne. Principalement pour les niveaux, on va chercher un jeu à couloir avec des sections semi-ouvertes. Comme je disais, c'est action horaire, puis principalement, notre mécanique principale de combat va être avec un arc. Fait qu'aujourd'hui, en cours, comme je disais, on va commencer par régler un petit bug de plugin que Francis m'a mentionné juste maintenant parce que j'ai téléchargé un plugin pour pouvoir améliorer les AI du jeu. Puis il va falloir que vous le téléchargez aussi de votre côté pour pouvoir ouvrir le projet comme il faut. Après ça, je vais parler de l'interface de base de Unreal parce que la majorité d'entre vous n'ont jamais touché à Unreal. On va parler des éléments importants. C'est quoi En fait, il y a plusieurs différences juste dans la nomenclature des choses qu'on utilise avec Unity. Après ça, je vais vous montrer comment créer votre premier niveau, les assets de base à utiliser, puis les outils de blocking pour créer en fait le jeu. Puis finalement, on va finir avec les outils que j'ai créés pour en fait faire fonctionner notre jeu à nous. Fait que comme je disais, ça va vraiment être moins level design en ce moment, on va vraiment être plus théorique aujourd'hui. La manière que je pense fonctionner pour les autres cours par la suite, c'est qu'on va avoir une section qui va être associée à la matière, puis la deuxième section va passer par l'analyse des niveaux que vous avez faits. Fait que, par exemple, cette semaine, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un premier niveau à commencer à faire. Vous allez avoir 2 semaines pour réaliser ce niveau-là, qui est la chasse. Après la première semaine, donc lundi prochain, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder en fait les niveaux qui ont été faits par tout le monde. Puis, dépendant la grandeur de la tâche, on peut dire, je vais soit passer à travers tout le monde ou je vais sélectionner des niveaux qui ont, d'après moi, des points importants à mentionner au groupe au complet. Puis, on va regarder ces niveaux-là ensemble pour voir, OK, c'est quoi les problèmes, c'est quoi les bons coups, les mauvais coups, puis réussir en fait à vous rediriger dans qu'est-ce que vous faites pour la suite, en fait, du level design. Mais bien sûr, tout le monde aura des commentaires sur les niveaux ou les choses qu'ils vont faire. C'est juste que certains ne seront pas partagés à tout le monde. Il y en a d'autres que je vais plus faire une vidéo ou un texte pour décrire c'est quoi les bons coups et les mauvais coups dedans. Fait que si tout le monde est correct avec ça et personne n'a de questions, on va pouvoir embarquer tout de suite dans l'engin de jeu. Parfait. Donc, je vais voir le projet ici. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? J'aimerais savoir, est-ce que tout le monde a au moins téléchargé Unreal 5.3? En fait, c'est qui a téléchargé le projet avec Git? Moi, je l'ai fait. Tu peux le télécharger, Moi mais avec aussi. GitKraken. C'est good. Ouais, mais tout. Ouais, moi aussi. C'est bon. Done. Je sais pas si t'as vu, Ouais? j'avais fait un commit. Je sais pas si tu l'as eu. Oui, Oui, j'ai moi tout aussi. vu ça ici. Ah, fait que ça marchait. Ok. Ouais, ça t'es correct. J'ai juste ici. Est-ce que pour Malo, Hilary et Joe, est-ce que vous aviez Unreal 5.3 sur votre ordinateur? Joe, j'imagine que non.
Parce que... Ben, je suis en train de le faire on the side en écoutant, là. OK, parfait. Puis, Hilary, puis là, est-ce que vous avez eu le temps de télécharger Unreal 5.3? Ouais. Parfait. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que juste avant de commencer, on va, comme le plan de cours indique, on va commencer par régler le petit bug de plugin. En fait, c'est que l'AI de Unreal est quand même très complet, mais il y a certaines choses qui sont difficiles à changer en runtime, qu'on dit, fait que quand le jeu est en train de jouer. Fait que j'ai téléchargé un plugin pour régler ces problèmes-là. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste aller chercher ce plugin-là sur Unreal, puis le télécharger, tout le monde, puis l'installer sur votre version 5.3. Comme ça, vous devriez pouvoir ouvrir le projet sans problème. Fait que, tout le monde qui peut, en fait, vous pouvez le faire en même temps que moi. On va ouvrir Unreal, ici. Puis, je vais retourner chercher le nom du plugin. C'est Perception Extension. OK. Une fois que vous avez votre Unreal d'ouvert comme ça ici, je vous avais déjà fait un petit tour rapide, mais comme vous voyez, il y a le marché, bibliothèque, etc. Puis, il y a lancé Unreal ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le marché. Comme ça. Puis on va chercher dans la barre de recherche ici, Perception Extension. Comme ça ici. Extension de perception. Soit il va vous sortir dans une petite fenêtre à côté, puis vous allez pouvoir cliquer dessus et vous amener directement. Mais c'est ce plugin-là, ici, que je vais vous demander de télécharger, ici. C'est gratuit. Je laisse un peu de temps. Une fois que votre plugin va être installé, ce que ça va faire, c'est que vous allez pouvoir soit directement ici, parfois, ou bien vous allez pouvoir aller chercher dans votre bibliothèque d'assets avec Perception Extension. Ils sont classés en ordre alphabétique, fait que la plupart d'entre vous, vous devez avoir peut-être juste ça. Vous n'avez pas téléchargé autre chose. Moi, il faut que je le retrouve à chaque fois. Voilà, ici. Puis, vous avez un bouton qui va être installé dans le moteur. Puis, quand vous allez cliquer dessus, ça va vous proposer, puis vous allez pouvoir sélectionner le moteur que vous allez charger, puis vous voulez l'installer pour la 5.3.2. Ça, en fait, les genres de plugins, demain, quand vous les download, ça les download pour tout l'engin de jeu au complet de la version que vous vouliez. Puis, comme ça, après ça, vous pouvez aller l'activer, en fait, quand vous voulez dans tous vos projets, concrètement. Aussi, je fais un petit rappel, tant qu'à faire, comme j'ai fait dans ma vidéo, mais le marché en ce moment, il donne des objets gratuits. Le cours est sponsorisé par Unreal, c'est pas vrai. Mais vous pouvez aller pour chercher des objets free for the month. Prenez-le, ça vaut la peine. C'est juste ça ici, c'est on a comme. Non, c'est ça là, on a 6 types d'environnements différents. C'est vraiment pratique quand vous voulez pratiquer votre environment design ou votre level design. Fait que allez chercher les free for the month à chaque mois. Maintenant que la partie commerciale est faite, revenons à l'engin de jeu. Fait on va y aller en ordre. On va faire l'interface de base de Unreal. Fait quand vous ouvrez Unreal pour la première fois, vous devriez avoir quelque chose de similaire à ça. Je vais fermer les onglets supplémentaires, comme ça ici. Dans l'interface de Unreal de base, qu'est-ce qu'on a? On a accès, en fait, on a le Heads Up, ici, avec tous les trucs File, Edit, comme on trouve dans plusieurs logiciels. Je vous expliquerai les trucs, ceux qui sont importants par la suite. On a le premier header ici que vous allez avoir dans tout le temps, concrètement. L'option de sauvegarde, trouver des fichiers. Le Selection Mode ici qui permet de changer entre différents types de sélection, ce qu'on va faire par la suite dépendant de ce qu'on a besoin de faire en level design ou dans l'engin de jeu. On a la possibilité de faire play pour commencer à jouer au jeu, puis aussi un stop, mais vous pouvez faire échappe pour en sortir, concrètement. Un peu comme dans Unity, ça c'est facile. Puis le reste, plateforme, etc., c'est des choses que vous n'aurez pas beaucoup besoin d'utiliser. Sur le côté, ici, il y a un des panneaux principaux que vous avez utilisé, qui est normalement, en fait, se trouve souvent, il me semble, à gauche dans Unity, qui est en gros votre outliner. Le outliner, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il montre tous les objets ou les blueprints, etc., qui sont présents dans votre niveau actuellement. Fait que vous pouvez les sélectionner, aller les chercher, ou vous pouvez les cliquer directement dans la map.
En général, quand vous cliquez sur un objet, vous avez un petit panel en dessous qui est Detail. Detail, c'est sûrement un des panels sur lesquels vous allez le plus utiliser dans Unreal pour en fait, le header principal, le HUD. Parce qu'il contient en fait toutes les informations sur l'asset ou l'objet sur lequel vous avez cliqué. Fait que, par exemple, ici, j'ai cliqué sur l'objet de programmation qui est le gun, qui est en fait notre arc dans le jeu. Fait que j'ai accès à tous les éléments. Si je défais le petit menu ici, j'ai accès à tous les éléments qui sont présents en fait à l'intérieur de ce morceau de code-là, puisque c'est un blueprint. Je peux changer la position de l'objet directement dans les cases ici, mais je vais vous montrer les autres outils par la suite. Puis j'ai accès en gros à toutes les informations. Si vous avez des choses spéciales, des variables que vous pouvez changer directement sur l'objet, tout va être représenté ici. Par exemple, si, mettons, je clique sur cet objet-là ici, qui est plus simple un peu, ben, je vois que c'est un static mesh. Je pourrais changer directement le style de static mesh que c'est. Fait que, par exemple, je pourrais mettre que c'est une rampe à la place. Puis là, on arrête il s'est transformé en ce petit cube de rien. Je fais CTRL Z, il va revenir normal. Puis il y a aussi, vous pouvez changer, tu sais, par exemple, le matériel. Ou les dire, voilà, toutes les informations en fait sont ici. Comme ça, je pourrais mettre en blanc. Voilà. Ensuite, l'autre élément important que vous avez, c'est le Content Drawer ici. Content Drawer, vous pouvez soit cliquer dessus pour l'ouvrir, ou il y a un raccourci spécial que c'est sur CTRL et espace. Si vous appuyez sur CTRL et espace, vous pouvez ouvrir ou fermer en fait directement le Content Drawer. À l'intérieur du content, c'est similaire à celui qu'on peut trouver dans Unity, mais en fait, on a tous nos dossiers, nos maps, les blueprints, tout ça est fait et tout ici est classé. Comme celui-ci, je vais vous faire un tour dedans et vous montrer les différents éléments importants qu'on a à l'intérieur. Avant de continuer, en fait, je vais vous montrer deux autres petits menus qui sont assez utiles. En fait, ils sont très utiles même en level design, puis que vous aurez besoin, mais qui ne sont pas tout le temps ouverts de base dans Unreal quand on ouvre un projet pour la première fois. Fait que là, c'est là qu'on vient ici, dans les petits sélections en haut. On a accès, en fait, si vous voyez Window, ici, en fait, Window contient tous les types de petites fenêtres comme ça que vous pouvez ouvrir et ajouter dans votre projet. Fait que, par exemple, ici, un que je vais ajouter, qui est très utile en level design, c'est l'onglet Level. Il va soit venir se docker immédiatement ou venir au milieu. Après ça, ben, vous pouvez le prendre puis le drag and drop pour le mettre à peu près où vous voulez. Moi, j'ai l'habitude pour le travail de le mettre sur le côté ici. Si mon Unreal ne crache pas parce que j'ai déplacé une fenêtre. Bon. Ah. Voilà. OK. Comme ça. Fait qu'en fait, ça que ça fait, c'est que qu'est-ce que ça fait, c'est que ça affiche en fait les niveaux dans lesquels que vous êtes actuellement. J'ai pas eu ça. On va essayer de recharger la map. Ouais, c'est vrai, j'ai juste chargé une autre map, mais concrètement, qu'est-ce que ça fait ça? C'est quand vous ouvrez, il faut recharger la map, mais ça vous montre en fait les différents niveaux que vous avez. Là, pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on va travailler à un seul niveau, vu que vous allez être tout seul à travailler dans vos maps. Mais dans Unreal, on peut faire tout un système de hiérarchie de niveaux pour avoir, en fait, si on reprend notre fameux cours de son, c'est similaire à des work units. Fait que, concrètement, ça permet en fait à plusieurs personnes de travailler dans le même niveau sans qu'il y ait des conflits en fait de partage de données. Bon, là, on va retourner chercher notre first person map où on était pour continuer.
Puis, question pour toi. Oui. C'est normal si, tu sais, quand tu dis là, le work unit, là, c'est un peu c'est ton level, là, c'est comme ton work unit. Pourquoi là, on l'a pas? C'est comme ici, là, tu sais, quand on voit toute la scène, là, Mhm. pourquoi là, on n'a pas de work unit, entre guillemets, là, de level? En fait, c'est parce que là, en ce moment, on est à l'intérieur d'un level, actuellement. Fait que, en fait, si, admettons, moi, je déplace cet objet-là, ici, comme ça, sur le côté, puis que toi, puis je push, puis que toi aussi, tu venais à déplacer en affaire. Fait que, mettons, toi, de ton côté, t'as pas pris mon pool parce qu'on l'a fait en même temps, puis tu déplaces ça ici. Ben là, on va avoir un conflit de niveau. Mais normalement, dans Unreal, en fait, on a tout un système où je pourrais créer un sous-niveau, puis l'ajouter, puis rajouter des assets à l'intérieur de ce sous-niveau-là. Sauf que je sais pas pourquoi, là, ça me fait ce bug-là. Il va falloir que je check c'est quoi, c'est la première fois que ça me fait ça. Ça apparaît pas. Mais normalement, OK, il y fait que en a un normalement, on sous-niveau aurait un. actuellement. Oui, oui, normalement, on en a un Ah, OK. ici, un sous-niveau. C'est comme il est affiché. Là, je sais pas pourquoi il s'affiche pas, c'est pas censé. Je vais regarder OK. pourquoi, mais parce qu'il s'affichait juste avant que je ferme la fenêtre pour l'exemple. Fait que c'est pour ça que je trouve OK. ça bizarre. Euh, mais oui, normalement, tu as plein de sous-niveaux. Puis là, tu peux double-cliquer sur le sous-niveau sur lequel tu veux travailler. Puis si tu fais des changements à l'intérieur de ce sous-niveau-là, ça dérangera pas les autres qui travaillent dans peut-être d'autres sous-niveaux. Puis éventuellement, si on se fait 2 sous-niveaux dans le même niveau, on peut-tu comme les merge? Euh, en fait, tu peux pas faire de merge directement, mais tu n'as pas vraiment besoin de faire de merge. Dans le sens que... en fait, je peux vous présenter tout de suite comment ça fonctionne. Je pense que ça va régler des questionnements. Je vais aller dans un autre niveau vu que OK. lui, il bug. Euh, on va aller dans... Developer Typing. Non, c'est pas ça. Je retourne tout le temps. Sur le content. On va aller dans Starter Map. Tiens, l'autre save. OK, fait que là, maintenant, je suis dans cette map-là. Comme tu vois, actuellement, il y a tout ça ici. Et tout ça, en fait, c'est présent dans ce niveau-là, ici. Fait que là, ben, c'est problématique parce que toi et moi, on pourrait pas travailler les deux en même temps dans ce niveau-là si on a besoin de le faire. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais dans Starter Map, je vais ajouter un autre niveau, ici, comme ça, que je vais appeler Starter Map euh, Blocking. Tiens. Puis je vais l'ajouter ici, comme ça. En fait, pour ajouter un level, ben, j'ai juste besoin de le drag and drop à l'intérieur. Fait que là, maintenant, j'ai un autre sous-niveau dans mon sous-niveau, c'est équivalent de mon work unit. Après ça, je vais créer encore un autre sous-niveau, puis je vais appeler Starter Map Light, admettons. Ça, c'est une manière de travailler qui est beaucoup utilisée dans l'industrie avec Unreal, qui consiste à avoir un main level qui, lui sa seule job, c'est de contenir nos autres sous-niveaux. Puis les sous-niveaux ensuite contiennent l'information à l'intérieur. Fait que là, je vais juste faire un exemple. Mais mettons, là, je suis dans mon niveau blocking. Puis là, je vais juste aller chercher l'autre sous-menu qui était important aussi que je vais montrer, qui était le Place Actor, ici. Puis je vais docker l'un dans l'autre. Puis dans le Place Actor, il y a plein de trucs intéressants, dont des box brush, des shapes, etc. Fait que je vais prendre un cube, puis je vais ajouter ce cube-là à côté de mon Player Start, ici. Comme ça. Ce cube-là, actuellement, est présent seulement à l'intérieur de ma Starter Map Blocking. Fait que si jamais je cache ce cube-là, ou je cache ce niveau-là, le cube va disparaître. Pourquoi? Parce que le cube fait partie du niveau Starter Map Blocking. Mais si je cache le niveau Light, ça ne changera rien. Parce que mon cube n'est pas à l'intérieur du niveau Light. Pareil que si je cache Persistent Level, ben là, on ne voit plus parce que l'éclairage est en Persistent Level, mais mon cube est encore là. C'est une affaire qu'on va faire aussi. On va aller, je vais double-cliquer dans Light. En fait, ouais, c'est ça. Double-cliquer dans Light. Puis je vais aller chercher
mon éclairage de base de Unreal qui avait été mis dans ce niveau-là, qui je pense est vers le haut. Si on a audio, effect, gameplay, puis là on a light comme ça. Je vais tout coller ça. Je vais le copier, le supprimer, puis dans mon niveau light, je vais le coller. Voilà. Fait que là maintenant, si j'enlève mon niveau persistent, ça enlève tout les mais ça n'enlève pas l'éclairage parce que mon niveau est dans light, comme ça. Puis si je cache mon light, ben je vois plus rien parce que ben mon éclairage est dedans. Tout ce système-là, en fait, ça permet de séparer les différentes tâches de travail. Fait que, par exemple, je vais avoir un niveau blocking, je vais avoir un niveau level art, un autre niveau son, un autre niveau gameplay. Chacun, ça me permet d'avoir une manière de travailler, en fait, en sous-niveau, puis permettre autant d'avoir les choses qui soient mieux classées et organisées, mais aussi permettre à plusieurs personnes de travailler dans le même sous-niveau. Je veux dire, dans le même niveau sans se piler sur les pieds. Fait en fait, à ta question, est-ce qu'on peut merge? Ben, la réponse, c'est on n'a aucune raison de faire ça. Parce que à la fin, quand je vais ouvrir mon niveau, je vais ouvrir mon niveau Starter Map et mon niveau Starter Map contient mon niveau Starter Map Blocking et Starter Map Light. Fait qu'en fait, il n'y a aucune raison pour laquelle j'aurais besoin de fusionner ces deux niveaux-là ensemble parce que au final, c'est tous des sous-niveaux séparés qui sont déjà de base, entre guillemets, fusionnés dans le niveau principal. Est-ce que ça a répondu à ta question? Oui, ben dans le fond, c'est peut-être une allusion conne, là, mais dans le fond, le percentage level, c'est le tronc, là. Puis là, tu sais, après, tu as toutes tes branches. Fait Exact. que genre, si t'enlèves le tronc, il n'existe plus. Mais sinon, toutes les branches vont s'additionner ensemble, puis ça fait comme le. OK. Ça Je fait comprends l'arbre, mieux. Merci. concrètement. OK. C'est ça. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une question pour soit les sous-niveaux ou... en fait, c'est ça, les sous-niveaux. Pensez pour un nom. De toute façon, je vais sûrement y revenir. Pour le premier niveau, je ne vais pas vous demander de faire cette hiérarchie-là. Mais plus tard, vous en avez besoin parce que vous allez faire plus que du blocking. Fait que dans ce temps-là, il va falloir les utiliser. Fait que, on va retourner à notre first person map. Je me souviens plus où dans les dossiers, fait que on va aller chercher de même. Regardez ça, sauvegarder en exemple. OK. Donc là, je vais revenir en fait où est-ce qu'on était juste avant, qui est le place actor. Le place actor, en gros, contient des objets de base de Unreal qui sont très utiles dans plusieurs situations quand vous travaillez ou faites du blocking. Fait qu'on a, si on commence par le début, ben, en fait, on a le Recently Placed. Fait que si jamais vous utilisez ça, ben, ça va être les assets que vous utilisez le plus souvent qui vont apparaître ici. Après ça, dans Basic, ben, on a justement les objets Basic de Unreal. Fait qu'on a un acteur qui est un objet vide qu'on peut placer dans la map pour y faire référence. On a Character, Pawn, qui sont comme les personnages en fait de Unreal, mais ça, vous les utiliserez pas directement comme ça souvent. On a la Point Light qui est juste une lumière, mais on a un dossier lumière plus loin, c'est plus si vous avez besoin d'éclairer rapidement une zone. Un player start, ça souvent il y en a un présent déjà dans les niveaux, mais concrètement c'est l'endroit où votre personnage va apparaître à l'intérieur du niveau. Fait que là, mon player start est là, si jamais je fais play, je vais apparaître ici devant mon gun. Je vais pas récupérer. Après ça, on a Trigger Box puis Trigger Sphere qui sont des objets qui sont plus utilisés dans la programmation de niveau. Puis je pourrais vous montrer ça plus tard en détail. Ici, différents types de lightning, fait que directional light qui est l'équivalent un peu du soleil, skylight pour le ciel, point light puis spotlight, ça c'est les deux principales que vous allez sûrement utiliser si jamais vous voulez éclairer des endroits sombres en intérieur. Des éléments cinématiques. Ça, shape, c'est vraiment les shapes de base. Fait que, on l'utilise très peu ça en blocking comparé au box brush que je vais vous présenter plus tard, juste parce que c'est pas très très pratique pour en faire des formes. Je peux le modifier un peu, mon cube et tout, mais je peux pas y aller vraiment dans les détails.
Fait que c'est pour ça que c'est utilisé parfois rapidement pour faire des petits trucs en prog si on en a besoin ou autre, mais c'est pas utilisé en level design tant que ça. En level design, en fait, ces deux trucs-là, vous n'utiliserez vraiment pas beaucoup, voire jamais. Moi, je touche presque jamais à ça. Puis l'onglet que vous avez le plus besoin, c'est géométrie. Fait que là, je vais rentrer un peu dans, en fait, un peu le blocking rapidement. En fait, non, on va rester en l'ordre, mais concrètement, ici, c'est les box brush. Je vais vous montrer un peu plus comment ils fonctionnent. Mais c'est des objets qui ont une texture quadrillée grise, la fameuse texture de blocking, puis qui va vous être utile dans votre blocking pour faire, en fait, vos niveaux de base. C'est un objet qui peut être modifié avec des vertex et tout, un peu comme en 3D, pour y donner la forme qu'on veut y donner. Maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les outils qu'on a ici, comme ça. C'est les outils de base assez importants. Fait qu'on va commencer par les plus importants ici. Ce sont les outils de sélection. Ces outils-là, en fait, vous les retrouvez dans plusieurs logiciels. Ils sont là dans Unity, Maya, Blender, etc. C'est des outils de déplacement. Fait qu'on a déplacement, rotation, puis le scale. Fait que si je prends ce cube-là, ici comme ça, ben, je peux le sélectionner de même. Si je veux juste rester en mode sélection, comme ça, avec la souris, je peux prendre cet outil-là pour pouvoir cliquer sur les objets, puis quand j'ai cliqué de même, ben, je peux les déplacer, comme ça. Fait qu'il y a haut, en bas, gauche, droite. Quand vous êtes en train de déplacer un objet, en fait, dans tous les cas, en fait, vous voyez, il y a les trois flèches principales sur lesquelles vous pouvez cliquer, comme ça. Mais il y a aussi des interstices aux flèches qui sont des connexions entre deux flèches. Fait que, si, mettons, je prends la flèche bleue, comme ça, qui est le Z, ici, on peut voir, ben, que je clique, ben, j'ai beau aller gauche-droite, ça fera rien. Ça va juste monter de haut en bas. Si je prends celle-là, c'est pareil, ça va juste aller pour moi de gauche à droite. Comme ça, je pourrais pas monter. Mais si je prends le petit carré qu'il y a entre les deux, vous voyez, les deux flèches s'illuminent au lieu de juste une. Ça veut dire que je vais pouvoir le lever des deux axes, en fait, de ce graphique. On peut dire. Je me place de même, là. Comme ça. Je peux déplacer de même, mais je peux pas aller en profondeur. Comme ça. Si je me mets dans l'autre sens, ça va être la même chose. Et finalement, le dernier, ben, c'est si je prends directement le point au milieu, ici, ben, je peux déplacer mon objet dans toutes les directions en fonction de où est-ce que ma caméra est placée actuellement. Comme ça. Après ça, on a accès à la rotation. La rotation, comme ça, ben, c'est la même chose ici. Ben, je peux prendre les axes et les tourner. Comme ça, dans le sens que je veux. Et finalement, le scale, qui sert à étirer un objet. Je vais enlever le 9 mesh, ça va être moins dérangeant. Okay. Qui sert à étirer un objet, comme ça, dans la direction de ton choix. Toutes ces options-là, de scale, etc., viennent avec un autre outil qui est le bouton juste ici. Attends, c'est lui? Ouais, c'est lui, ok. En fait, ce système-là permet de switch entre la vision. Si vous voyez en fait mon axe actuellement, il change entre le monde, fait l'axe du monde général ou l'axe de mon objet actuel. J'explique. Fait qu'on a, dans Unreal, il y a deux axes différents qu'on peut avoir. Il y a la position d'un objet dans le monde, puis il y a la position d'un objet relative à lui-même. Fait que, par exemple, si ici je me mets par rapport au monde, si on regarde mon axe du monde, comme vous voyez, mon axe en bas à gauche ici est le même que celui que j'ai pour mon objet ici. Fait que même si mon objet est tourné sur le côté, si j'utilise soit la rotation ou le scale ou le déplacement, ça va être par rapport au monde que j'ai actuellement. Mais si je désactive ça ici, puis que je vais chercher par rapport à mon objet, ben comme vous voyez, mon axe a changé. C'est plus le même axe que j'ai par rapport au monde. C'est l'axe par rapport à la rotation de mon objet. Fait que par exemple, là, ça va être déplacé en diagonale. Pourquoi c'est utile ça? Ben, admettons que j'ai un objet qui est vraiment tourné en diagonale croche complètement de même.
Si je veux déplacer mon objet parce que j'ai le goût de je veux le tasser un peu en diagonale, etc. C'est dur de tasser un objet sur le côté après qu'il même parce que je suis obligé de faire comme ça de même pour le déplacer. Je veux qu'il garde la même position. Comme ça. Alors que par exemple, si je me mets en monde, ça va placer mon objet directement mon axe en bonne direction. Fait que je vais pouvoir déplacer mon objet sans changer sa hauteur si j'en ai pas envie. Complètement, c'est ça le principal de cet outil-là. Ça, pareil pour la rotation. Je peux changer ça pour une rotation par rapport au monde si je veux, au lieu de par rapport à mon objet, etc. Ces outils-là ont ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Des grids. En gros, c'est qu'il y a des valeurs ici qui permettent de déplacer un objet puis de m'avoir à garder une certaine symétrie dans la manière que je pose mes objets. Par exemple, si j'ai envie que cet objet-là, ok, je l'ai déplacé comme ça, j'ai le goût de venir le mettre exactement dans la bonne position où il est ici. Ben, grâce à, si mettons, j'avais pas cet outil-là d'activer, si je me prenais le même, ça serait dur parce qu'il faudrait que je fasse ça puis que j'aille voir, ok, c'est quoi un millimètre près, comme ça, puis là, je le place, puis là, ça fait ça de même, puis là, je suis comme, ok, ça c'est beau. Ah, mais lui, il a l'air d'avoir une craque qui est là que je voulais pas. C'est pas très très précis comme objet. Mais si jamais j'ai la grid d'activer, ici comme ça, ça va faire une grid qui est par rapport au monde. On voit aussi la grid qui est affichée sur certaines textures de debugging de Unreal. Mais si on regarde au sol, tout le monde, en fait, est couvert d'une grid invisible aux joueurs. Comme ça. Puis, quand je déplace mon objet, là, maintenant, il va snapper. Comme vous voyez, je peux l'agrandir, le niveau de snap en cliquant sur les chiffres là pour que ça apparaisse plus. Mais si je suis en passant, comme vous voyez, mon objet se snap comme les différentes directions où je suis rendu. Fait que là, je peux le remettre à 10 comme ça. Ça me permet de plus facilement venir placer mon objet parfaitement où il était. Parce que j'ai pas besoin de me soucier qu'il est décalé d'un petit millimètre, on a fait de même, puis qu'il pourrait bloquer le joueur ou déranger, peu importe. C'est très utile aussi au niveau de la rotation. Parce que si jamais je fais une rotation de mon objet, puis ça c'est désactivé, comme ça, la rotation va aller dans les petits chiffres, comme les points-virgules, concrètement. C'est très utile de pouvoir le placer de même quand vous avez besoin de placer un objet vraiment dans une position très précise. Par exemple, c'est très utilisé en level art, mais c'est moins utile. Ouais. Ah, je pense que je manque d'espace sur mon ordinateur, puis il y a de la misère. Oh no. Flatte-le. Ouais. Flatte un peu, ça va l'aider. Mon projet Il aime a ça. fermé. Ouais, Non! vrai, j'ai pas beaucoup. J'ai juste. Il me reste juste ça d'espace sur mon ordi. Fait que quand il y a le live stream plus le Discord d'activer, il aime pas Oh trop my ça. god. Plus l'enregistrement vidéo, I guess. Oui, c'est ça. Fait que, regarde, il a quand même duré un bout, fait qu'on va leur starter. Mais je vais peut-être essayer de voir si je peux fermer des affaires. Ici. On va faire ça un restart. Comme ça. Je dois assurer, Unreal crash pas aussi souvent que ça, c'est mon ordi que c'est de la merde. On va en profiter. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à ce que je dis jusqu'à maintenant? Non. Non, tout est correct, parfait. Bon, je vais continuer à manger mon steak en attendant. Ah, dire un truc, une solution qui peut être utilisée un jour. Comme moi, par exemple, mon projet marchait pas parce que, tu sais, l'affaire qu'il fallait downloader, que tu as montré dans le marché, là, le truc de navigation d'AI. Ouais. Je l'avais pas, mais j'ai ouvert le projet quand je l'avais pas. Fait que ça l'a comme. Le projet faisait en sorte qu'il est comme tout oublié. Fait que là, il y avait plein de bugs dedans. Mais là, après l'avoir installé, j'ai délité le projet au complet puis je l'ai recloné, genre. Puis là, ça marche. Ok, ouais. Fait que des fois, quand il y a des bugs, ça peut être worth de recloner vu que les changements sont encore dans le cloud, genre. Exact. En fait, c'est exactement ça pour qu'on utilise Git. En dehors du fait que c'est un logiciel de partage de données, c'est aussi utile de l'utiliser quand on a des projets personnels ou privés parce que, comme tu dis, si jamais à un moment donné, je foire complètement et je fais une erreur, admettons, par erreur, je suis en train, ça fait 1 heure que je fais des changements sur mon projet. OK? Puis par erreur, je change une node de programmation.
qui casse complètement un de mes systèmes, puis j'arrive pas à retrouver c'est quoi le problème. Ben, je peux juste aller dans Git, fermer le projet, supprimer mes changements, puis quand je vais voir le projet, je vais peut-être avoir perdu 1 heure de travail, mais j'ai peut-être sauvé le 5 heures de essayer de trouver c'était où mon erreur que j'arrive pas à réparer. Fait que, tu sais, c'est tout le temps voir c'est quoi le meilleur, mais ça aide d'avoir un système de gestion de données pour éviter ces problèmes-là. Hmm. Ok. Le projet est réouvert. Moi, vous le ramenez ici. OK. Fait que reprenons où est-ce qu'on était. Fait que comme je parlais, la rotation, c'est utile pour les voleurs. Puis sinon, ben, si vous prenez l'objet avec le snap et que vous faites la rotation, comme ça ici, ben, vous allez pouvoir aller chercher des rotations qui sont plus dans des degrés stables. Comme ça, fait que ça peut être utile. C'est pareil pour le. Je vais pas vous voir pour tout, mais c'est pareil pour le scale, etc. Maintenant qu'on a vu ces outils-là, ici, je vais parler un peu plus des déplacements dans l'engin de jeu. Comme vous voyez, depuis tantôt, je me déplace de différentes manières. C'est assez similaire, il me semble, à Unity pour les déplacements. Mais en gros, qu'est-ce que je fais? C'est que ça, mettons, je vais me promener comme je fais en ce moment, puis déplacer ma caméra, comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais maintenir le clic droit de la souris, puis je vais pouvoir bouger ma souris, comme ça ici. C'est parce que si j'utilise le clic droit, ça va aussi déplacer je veux dire le clic gauche, ça va aussi déplacer ma souris, mais d'une manière bizarre qu'on n'utilise jamais. Surtout que le clic gauche est surtout utilisé pour cliquer directement sur les objets qu'on veut affecter. Sinon, si en fait je maintiens mon clic droit d'activer, comme ça, où je peux bouger la souris, puis je me déplace avec les touches WASD du clavier, je peux me déplacer comme ça à travers mon niveau directement. Il y a aussi les touches E et Q qui sont utilisées pour toucher la hauteur du personnage, comme ça ici. Fait que toutes les touches sont dans le même coin, comme ça pour se déplacer. Après ça, il y a d'autres touches qui sont similaires à ce qu'on peut trouver dans dans un outil en fait 3D comme Maya. C'est la touche Alt. C'est la touche Alt de gauche, en fait. Si je maintiens le Alt à gauche et que j'utilise mon clic droit ou mon clic gauche, je peux me déplacer et tourner autour du point où je suis actuellement. Ça, c'est utile parce qu'on a un raccourci spécial sur le clavier qui est avec la touche F. Je sais que c'est beaucoup de raccourcis, mais vous pourrez aller voir dans la vidéo si jamais vous en souvenez pas ou me poser la question. Si je clique sur un objet et que j'appuie sur la touche F, ça va m'emmener directement à cet objet. Pareil si je clique sur le outliner. Fait que si je clique là-bas, je ne sais pas c'est quoi l'objet que j'ai cliqué, mais je fais ça, ben, ça va m'emmener sur l'objet sur lequel j'ai cliqué. Comme ça, je peux faire Alt puis tourner autour de mon objet si je veux vérifier des choses. Comme ça. En passant, si vous ouvrez le projet et qu'il y a ça d'activer, je pourrais le montrer par après, mais c'est la touche P pour le désactiver. P comme papa. Concrètement, ça, c'est le nav-mesh de déplacement de l'IA. Vous n'avez pas besoin de l'avoir activé en permanence. C'est pour les déplacements de base dans Unreal. Fait que juste avec ce que je vous ai montré là, vous êtes capable de vous déplacer, changer des objets, changer leur scale, etc. Ici, je vais juste faire une petite mention rapide de ces objets-là ici, qui peuvent vous être utiles. Du côté de la perspective, moi, j'utilise pas souvent ça, mais il y a des personnes qui aiment ça l'utiliser. C'est vraiment en fait d'avoir des vues isométriques 2D de qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Fait que, si mettons, je clique sur top, là, ça me l'a mis en wireframe, mais je peux changer le mode de vue ici puis le mettre en lit, comme ça. Puis là, ben, j'ai une vue de haut de mon niveau. Ça peut être le fun si vous voulez prendre des screenshots de du level design que vous avez fait ou quelque chose de même. Ça peut toujours être le fun de même. Il y a aussi, fait qu'il y a top, bottom, côté, etc. Puis, mais moi, quand je travaille, la majorité du temps, je reste en perspective parce que c'est ça que les joueurs vont voir, puis c'est la 3D. Pour ça, comme je l'ai montré rapidement ici, vous avez différents modes de vue. Les trois principaux que vous risquez d'utiliser,
c'est le lit. Lit, en fait, c'est concrètement, c'est celui qu'on a, c'est le mode de vue normal, c'est qu'est-ce que le joueur va voir quand il va être dans l'engin de jeu. Ici, on a le mode Unlit qui ignore l'éclairage. C'est un peu dur de voir avec dans un niveau qui est complètement gris, mais si jamais votre vous n'êtes pas celui qui fait l'éclairage, puis que la personne qui s'occupe de faire l'éclairage dans le jeu prend 10 ans avant d'arriver à votre niveau, vous allez être content d'avoir un mode qui vous permet de voir quand même sans avoir à mettre des spotlights bizarres partout. Puis finalement, Player Collision, c'est utile en plusieurs cas, surtout aussi des fois pour l'IA, etc. Ça permet de voir les collisions qui vont affecter le joueur. Ça ici, par exemple, en vert, c'est des collisions physiques. Après ça, on a les collisions des objets. Après ça, il y a des... en rose, souvent, c'est les zones de collision que vous ajoutez vous-même, les volumes invisibles. Comme par exemple, si j'ajoute un blocking volume qui cache le joueur, comme ça. Ah, c'est vrai, des fois, ça monte. Faut-tu que j'arrête? Ok. Mais il y a des collisions qui sont plus invisibles en rose. Je pense qu'il faut juste que je t'avais en faire. Ah, c'est ça. Ouais, ok. Parfait. Mais concrètement, ça, c'est perspective. C'est les trois principales que vous utilisez. Mais la plupart du temps, je vous dirais que vous allez travailler soit en lit ou en unlit. Comme ça. Fait que ça, c'est toute la base. Fait que, est-ce qu'il y a quelqu'un a des questions avant qu'on passe au prochain point? Ouais. Ouais. Fait que j'ai vu Ariane. Oui, c'est juste vite. Tu sais, tu avais dit S pour te rapprocher. F. F Ah. comme flûte. Ah, ok. C'est pour ça que ça marchait pas. Ok, good. S, il fait partie des trucs de déplacement comme WASD. S, c'est pour reculer en général. Ok. Ok. Après ça, on avait Malo. Ouais, pour les objets, là, comme tu disais, pour les transformes, quand tu bouges les positions, les rotations, etc. Mhm. Est-ce que tu sais comment on change les encres des objets? Changer l'encre directement dans un objet, en fait, si ton objet a été... si c'est un objet programmé en Blueprint, tu pourrais y aller, mais tu peux aller directement dans l'objet pour le changer. Sinon, il me semble que c'est... si tu cliques, là, ma souris est pétée, puis je suis le pad numérique, fait que ça marche pas trop bien pour vous montrer. Mais si tu cliques sur le point blanc, puis que tu cliques sur la molette de ta souris, tu peux le modifier temporairement sur un objet. Ok. Mais après ça, si tu cliques sur ce qui est chiant un peu, c'est que si tu cliques sur un autre objet, il va revenir normal. Il me semble que tu peux le modifier directement dans l'objet 3D, mais j'ai pas souvent touché à ça. Ok. Bon, j'essaierai alors. Merci. C'est good. Ouais. En même temps, tu sais, là, t'as ton, à ta gauche, tu as ton level, puis là, tu as tes place actors. Mhm. Comment tu fais pour rajouter cette petite fenêtre-là? Le Place Actor? Ouais. En gros, dans les windows, tu as accès à toutes les différentes fenêtres que tu peux avoir dans Unreal. Puis, il y en a un Place Actor est juste ici. Ah, ok, super. Merci. Après ça, il y en a d'autres ici, mais d'après moi, vous n'aurez pas trop besoin d'utiliser les autres. Fait que ça, en fait, quand vous le placez normalement dans Unreal, quand vous réouvrez un projet, toutes ces fenêtres-là vont tout le temps être placées à la bonne position, comme vous l'aviez laissé. Si jamais à un moment donné, vous faites le bordel dans vos fenêtres, puis vous êtes comme « Ah, si, je sais pas quoi faire », ben, vous pouvez faire Load Layout, puis Default Editor Layout. Puis là, ben, ça va vous remettre tout votre layout qui était comme avant. Ici. Comme vous voyez, j'ai perdu mon truc de level, etc. Fait on va retourner chercher Place Actor, Do, Level. C'est ce que je voulais. Ça ici. Voilà. OK. Fait que, Vi, est-ce que c'est bon de ton côté? Ouais, c'est que. Parfait. Fait que, tout le monde, si vous allez dans le Content Browser, fait que, comme je répète, soit en cliquant sur Content Browser ou en faisant CTRL espace pour l'ouvrir automatiquement, vous pouvez aller dans All ici, puis vous avez les fichiers de base. Fait que ça, si vous allez dans Content, c'est là qu'il y a le contenu principal du jeu. Et le dernier dossier que j'ai créé ici, c'est le Work Folder. À l'intérieur du Work Folder, en fait, tout le monde, vous allez faire un clic droit.
Ce qui va ouvrir cette fenêtre-là ici avec différents éléments que vous pouvez créer. On a des blueprints, qui est l'élément de programmation, c'est comme l'équivalent du script dans Unity. On a le level, qui est comme pour créer un nouveau niveau, matériel, il système. Puis ça, c'est juste les principales parce qu'ils sont là, parce que c'est les plus utilisés. Mais on en a plein d'autres qui sont placés dans des sous-dossiers pour l'intelligence artificielle, qui est juste ici. Plus bas, on a des. En bas, complètement, on a du user interface, des éléments de gameplay, input, etc. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment créer juste pour commencer un petit folder, comme ça, ici. Puis tout le monde, vous allez renommer votre folder de votre nom ou de votre surnom, juste que je puisse vous reconnaître. Fait que, on va faire Empereur Samu. Comme ça ici. Là, qu'est-ce qu'on va faire ensuite, c'est que à l'intérieur de ce folder-là, que vous avez créé, aussi, si jamais je suis trop rapide, si je suis trop vite, n'hésitez pas à me couper pour me demander du temps. Ensuite, on va refaire un nouveau clic droit ici, puis on va cliquer sur Level, comme ça. Puis, qu'est-ce qu'on va faire dans ce niveau-là, c'est qu'on peut le renommer de la façon qu'on veut. Fait que là, on va le nommer du nom, en fait, du devoir qu'on va faire à partir d'aujourd'hui, qui va être le niveau de la chasse. Fait que je vais faire la chasse. Oui, c'est vrai, on peut pas avoir d'espace puis tout, fait que vous pouvez soit le coller directement ou faire une barre en bas quand vous écrivez les noms, parce que vous pouvez pas placer d'espace. La chasse, puis vous allez juste nommer en dessous parce que vu que c'est pas une bonne idée d'avoir plusieurs assets qui sont renommés de la même manière, moi j'ai appelé la chasse, barre en bas, Samu, comme ça. Fait comme ça il ira pas en conflit avec la chasse de Ariane, la chasse de etc. Merci beaucoup. Désolé pour cet aparté technique. Donc, on va reprendre où on était. Si actuellement, là, j'ai créé mon sous-niveau ici, si je double-clique sur mon sous-niveau, ça va me proposer de sauvegarder. Vous pouvez faire Save Select, comme ça. Je vais juste fermer ça ici. Voilà. Là, je me retrouve dans un beau niveau complètement noir. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'éclairage dans le niveau. Moi, il y a vraiment tout un système de setup dans Unreal pour avoir un éclairage qui fonctionne. Puis c'est vraiment chiant à installer. Fait que moi, qu'est-ce que je fais la plupart du temps, vu que je ne suis pas spécialisé là-dedans, c'est que je m'en vais dans un autre sous-niveau. Comme par exemple, on peut, si vous retournez dans le content, comme ça, et vous allez dans Starter Content, ici, comme ça. Après ça, dans les maps, si jamais vous êtes perdu, vous pouvez voir que aussi ici, ça indique le chemin que j'ai fait. Et que je m'en vais justement dans Starter Map Light tout à l'heure que j'ai créé, où j'ai enregistré la lumière qui est dans le niveau. Oh, wow, on a déjà un setup de lumière toute faite. C'est bien incroyable. Merci, Unreal. Puis là, je vais prendre ça. En fait, ça, c'est des lumières de ceiling qu'on a juste besoin de lighting ici. Question, Puis, Sam. je vais chercher jusque-là. Ouais? Je pense que t'avais pas push. Vu que t'avais pas push, nous on n'a pas le starter map light, ça se peut-tu? Les touches, je l'ai Ah, pas. c'est vrai, j'ai pas encore push dedans. Ouais, C'est pas grave parce que ceux qu'on prenne pas. si vous allez dans le starter map classique, On fait qu'on comme était allé toi. tout à l'heure, ouais, c'est ça, c'est juste que vous n'avez pas directement dans le sous-niveau, mais je vais aller chercher à la même place que vous. Merci de me Ok. l'avoir dit. Si vous fermez, en gros, si vous montez en haut, comme vous voyez, il y a plein de sous-dossiers ici qui étaient dans ce starter map-là, puis il y en a une que c'est Lighting. Vous allez chercher Lighting, puis vous prenez tous les assets qui sont associés à Lighting, puis vous faites CTRL-C pour copier. Après ça, on va retourner dans notre map ici. On va faire un beau CTRL-V. Wow, incroyable, j'ai de la lumière. Voilà, comme ça. Est-ce que tout le monde a réussi à ajouter de la lumière? Non. Non, ça bloque? Mais je pense que j'ai pris le dossier light en pensant que ça allait prendre tout ce qu'il y a dedans. Ah Mais je non, c'est pense ça. pas. Unreal, il fonctionne pas trop. Il faut vraiment que tu sélectionnes les objets. Les dossiers, c'est purement du classement. Oh.
Je sais, C'est c'est quel dommage. objet qu'il faut sélectionner? Quand tu vas aller, en fait, dans le dossier, on va retourner. Dans le Starter Content, Starter Map. Ouais. Tu vas dedans, tu vois, tu peux fermer les dossiers pour t'aider, comme ça. Mhm. Après ça, tu prends tous les éléments qui sont dans le dossier Lighting. Fait que si tu descends dans le dossier, il y a un moment où ça devient le dossier Light à la place. Ça, tu n'en as pas besoin. Fait que tu fais juste prendre, fait que ça veut dire d'en bas, complètement ici. Puis tu vas le récupérer jusqu'en haut Ok, dans le dossier Lighting. Après ça, tu fais CTRL-C, puis tu l'amènes dans ton niveau à CTRL-V. ok, merci. Si vous voulez vraiment, il y a plein de vidéos qui expliquent comment setup. C'est juste que, en fait, la manière que ça fonctionne, c'est que dans Unreal, c'est que pour avoir un beau ciel comme ça, fonctionne, tu peux pas juste drag and drop une lumière, tu peux pas juste drag and drop une direction dans le light. Il faut aussi que tu aies une skylight, que tu aies un exponential fog, ici, puis que tu les connectes les uns aux autres dans les details. Mais il y a plein de vidéos qui montrent comment le faire si vous voulez vraiment savoir comment le faire, mais pas du temps, Unreal, vous pouvez juste copier-coller celui de base, puis après ça, jouer dans les paramètres pour le changer comme vous voulez. Je vais retourner chercher mon sous-niveau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas réussi à copier la lumière? Tout à l'air correct. OK. Fait que maintenant que je suis ici, je me retrouve dans un beau niveau vide. Si j'essaie de faire play, je tombe dans la stratosphère et disparaît autour de moi. Ça. Pourquoi? Parce que, premièrement, j'ai pas de sol. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va commencer par ajouter un sol. Fait que c'est là qu'on va utiliser notre premier outil de blocking qui va être votre meilleur ami en level design, la box. Donc, tout à l'heure, je vous avais parlé que les box dans Unreal étaient plus utilisés que les cubes comme ça ici. Pourquoi? Parce que ces box-là peuvent être affectés avec, si vous allez dans vos modes ici, vous pouvez chercher de mode pour aller dans Brush Editing, l'avant-dernier ici. Si je clique dans Brush Editing, ça me change de mode pour aller dans un mode qui me permet de modifier la géométrie en 3D. Fait que, par exemple, ici, si je clique sur le cube, je ne peux rien faire avec. C'est un cube, fait que je peux juste le scale par les moyens classiques, comme ça. Mais si je vais dans mon Brush Editing, je peux, par exemple, sélectionner la face ici en cliquant dessus, et après ça, l'étirer, comme ça, pour faire le terrain que j'ai envie d'avoir. Ensuite, je peux l'aplatir si je veux que mon sol soit plus bas, comme ça. On va se donner un peu d'espace pour travailler. Après ça, si je clique à côté à chaque fois, mais quand je reclique sur le mesh, il est redevenu normal comme ça, fait que je peux juste le déplacer. Fait que moi, je vais le descendre. En fait, je vais juste le mettre au niveau de la grille, comme ça. Ça fait. Puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me drag un player start parce que je veux que mon joueur ait un endroit où il peut commencer le niveau à chaque fois. Fait que ça va être dans les basics, comme ça ici. Puis si je descends, je peux faire Player Start. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez aussi aller chercher dans Classe ici pour marquer Player Start. Comme ça. Voilà. Puis là, quand je le drag, je peux le mettre dans mon niveau où je veux. Puis le Player Start a aussi une petite flèche comme ça qui indique la direction dans laquelle votre joueur va être spawn. Fait que si jamais je veux qu'il spawn dans cette direction-là, moi je vais le tourner comme ça parce que je veux qu'il face l'avant de mon niveau ici. Fait que là, si jamais j'appuie sur Play, comme ça, j'ai commencé à mon Player Start. Puis je tombe plus dans le vide. Fait que le Box Brush, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste étiré en regardant. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Si jamais j'ai besoin d'y donner une forme bizarre à ma brush, je peux. J'ai besoin de très spécifiquement d'avoir un objet.
je sais pas moi qui a besoin d'avoir un point levé. Je peux cliquer sur le c'est pas le nom, c'est pas le vertex, ça. C'est le. J'ai oublié le nom de ce point-là, mais je peux cliquer sur les points des extrémités L'arête? pour monter. Oui. Ah non, non, c'est ça. Ça, c'est les vertex, puis les arêtes, c'est sur le côté. C'est ça. Hein? Il me semble. Ça, je m'en là. Mais c'est le point. Puis ben, je peux modifier mon mesh pour aller y donner la forme que j'ai envie de donner. Ça, c'est pratique quand vous avez besoin d'objets avec une forme très spécifique. Vous pouvez, par exemple, ah ben là, je viens de créer un hôtel sacrificiel, puis là, je vais le mettre un peu plus petit. Puis cet hôtel sacrificiel-là, en fait, a un cadran spécial qui me permet de voir l'heure avant la fin des temps. Là, ben, en blocking, je vais passer de même, puis après ça, quand je vais faire play, ben, je vais pouvoir avoir mon cadran spécial qui indique l'heure avant la fin des temps. Comme ça. Fait que, c'est pour ça que c'est pratique aussi pour les box brush. En dehors de ça, autre chose qu'on peut faire, alors c'est ça que je vais montrer en premier. Ça. Ça. Ouais, c'est vrai. Les box brush, vous pouvez leur donner une texture. Et cette texture-là, elle va tiler, qu'on appelle, en fonction des petites grilles que vous avez mis ici. Je ne sais pas si vous savez, mais si, admettons, dans Unreal, je prends une texture, on va aller chercher une texture qui va être, mettons, pour ce cube-là, comme Juste ça. une petite question. Oui? Pour le editing, là, brush editing, si je clique sur mon cube, tu sais, j'ai pas edit, extrude, clip, genre, je peux pas comme le modifier. Ça ici? Ouais, c'est tout en gris pâle, ben comme ça, ouais. Ouais, en fait, les boutons d'options apparaissent au moment que tu es sur un objet qui peut l'utiliser. Comme par exemple, si je clique sur une face, c'est seulement quand j'ai une face de cliquer que mon extrude devient actif. OK, mais je vois que Puis toi, là, c'est je peux cliquer dessus. un box brush, moi, c'est un cube. Ça fait une Ah, différence? c'est ça. C'est pour ça. C'est pour ça que c'est important. Il faut utiliser le box brush. C'est ça que je peux donner la différence avec le cube. C'est le box ici. C'est dans géométrie. Je vais Ah, vraiment faire une aparté importante là-dessus. Mais c'est pour ça qu'en blocking, on utilise ça ici et non ça ici. Parce que ces cubes-là ne peuvent pas être modifiés par tout ce qui est le brush editing, etc. Eux, c'est vraiment des formes de base qui sont faites pour être des formes de base. Fait que là, c'est un cube, puis ben, je peux le scale comme je veux pour que ça devienne un rectangle, etc. Mais c'est tout. C'est juste un cube. Le box brush, qui est en gris comme ça, c'est ça que je peux modifier. Ça, je peux jouer avec les vertex, je peux jouer avec les faces, etc. C'est pour ça que c'est ce truc-là qui est utilisé en blocking et pas ça. Montrer vraiment, pour être sûr que tout le monde le voit comme faux. Quand on va dans les paramètres ici, vous avez ça ici qui est shape, que ça, c'est toutes des shapes de base. Ça, c'est toutes des shapes qui, comme le cube, je peux les scale, etc., mais je ne peux pas les modifier en blocking. Mais si vous allez ici, dans géométrie, c'est les deux cubes, ben là, j'ai des objets, puis tous ces objets-là, ceux-là, je peux les modifier. Ceux-là, ils ont les vertex, ceux-là, je peux jouer avec. Puis, qu'est-ce que je vais montrer aussi avec les textures qui est intéressant, c'est qu'en même temps, j'ai mon styling ici, je peux aller chercher dans mes dossiers avec la petite loupe. Puis, là, j'ai mon matériel, comme ça. Puis, admettons que mon matériel est le même, puis j'ai le goût de... ben là, il est répété 4 fois, puis j'ai pas le goût. Ben, je peux modifier son tiling. C'est comme ça. Je peux jouer avec les paramètres pour modifier le tiling de ma texture, la bouger, etc. sur le box brush. Fait que ça, c'est beaucoup utilisé pour les... si j'ai le goût de faire des petits essais de base, genre j'ai le goût de mettre de la couleur ou une texture particulière, quelque chose. Souvent, en fait, je montre ça, mais en blocking, on va surtout utiliser des couleurs de base. Par exemple, si je veux que ça soit du gazon, je vais mettre du vert. Si c'est le petit chemin principal, je vais mettre du brun. Puis ça aide à guider parfois les artistes dans qu'est-ce que vous voulez montrer. Mais aussi, qu'est-ce qu'on va aller chercher avec ça, c'est que si je reviens en brush editing,
C'est les outils que tu parlais, Ariane, qui étaient les outils, en fait, justement, de brush editing qui permettent de modifier les choses. Parce que ça, c'est les outils qui nous permettent de faire un peu comme on ferait dans un logiciel 3D. Pas parfaitement, mais qu'on peut quand même faire plusieurs choses avec. Comme par exemple, là, j'ai envie d'avoir une forme particulière. Je suis un ça, puis je vais en faire un nouveau, parce que ça me gosse la texture. Voilà. Comme ça. Bon, ça me met encore plus, tant pis. Ça arrive quand vous glissez un box brush de même, puis il prend la texture. C'est un raccourci de ennui automatique, mais si vous avez une texture de sélectionner, comme ça, si je clique là-dessus, puis je drag le box brush, il va prendre automatiquement la couleur qui a été sélectionnée. Fait que si vous voulez pas que ça arrive, il faut juste que vous vous assurez que dans votre content browser, vous cliquez sur rien d'autre. Puis, quand je vais glisser, ça va être le gris normal. Ça peut être bizarre quand ça arrive pour la première fois. Comme ça. Puis là, moi, j'ai besoin d'une shape particulière en L. OK? Ça, c'est quelque chose que je pourrais jamais faire avec un cube, à moins que je mettais un cube, un à côté de l'autre, pour fermer un L. Mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est que je peux utiliser les outils qu'on appelle... C'est un outil qui est utilisé dans plusieurs logiciels 3D qui s'appelle Extrude, comme ça ici. Puis qui me permet de sélectionner une face. Puis, vous pouvez closer ça ici. Puis, en gros, quand je fais ça après ça, je peux étirer une face comme ça. Puis, ça crée, comme vous voyez, ça crée des nouveaux vertex puis une nouvelle section à mon cube. Ça me permet, par exemple, de faire ça de même, puis d'étirer, puis de faire ma shape dans cette forme-là. Comme ça ici. Si je sors du mode Edit, et que je vais après ça étirer mes faces, puis que je touche à ça, après ça, je peux étirer ma face, puis le reste de mon mesh va s'ajuster. Concrètement, c'est les deux boutons que vous avez principalement utilisés, c'est Edit et Extrude. Le bouton Edit permet de bouger les faces puis les autres éléments, mais ça va ajuster ces éléments-là au reste de votre shape. Puis le bouton Extrude permet de comme créer une nouvelle section à partir d'une face. Comme ça. Ce qui ne va pas ajuster le reste. Comme je vais montrer. Si j'étire ça comme ça ici, ça va créer un nouveau mur ici. Alors que si je vais avec le Edit, ça va ajuster le reste du mur avec. Le dernier élément en fait, il reste comme deux éléments pratiques que vous pouvez utiliser qui se passent justement dans l'onglet Detail qui est ici. Fermez ça un peu, c'est pour vous montrer. Mais dans la section Detail de mon mesh, je peux jouer avec plusieurs éléments. Bien sûr, on a le size de brush, fait que je peux le modifier directement de même. Par exemple, si je veux l'étirer et garder le bon tiling, comme ça. Parce que c'est ça aussi qui va se passer si jamais j'étire ma forme en utilisant les outils classiques ici. Ça va aussi étirer ma texture. Fait que des fois, c'est pas grave, mais si jamais vous voulez garder ça propre, c'est mieux d'aller étirer en utilisant les outils justement de Edit avec ça, puis d'étirer vraiment les faces comme vous les étirez. Puis là, comme vous voyez, la texture va passer normalement. Ça. Puis, dans les box, le truc principal qui est utile dans le truc, c'est ça ici. Additive. OK? À l'intérieur de cette surface-là, additive, vous pouvez changer ça, en fait, en deux modes, soit additive, soit subtractive. Ce que ça fait, ça, c'est que si je reste en additive, ça veut dire que c'est présent actuellement dans mon monde. Comme ça, puis ça va faire une collision avec mon joueur quand je vais foncer dedans. Mais si, mettons, je descends la shape dans le sol, puis que je la mets en subtractive, ça va faire un trou. Parce que ça dit, en gros, je veux que ce mesh-là serve à supprimer un espace dans un autre box brush. Fait que maintenant, ça devient un trou. Puis si j'en vais là, je peux tomber dedans. Comme ça. Après ça, pour le reste, vous allez pouvoir explorer comme vous voulez. Mais par exemple, ici, j'ai un cylindre. Si, mettons, je voudrais faire un tronc d'arbre percé dans lequel mon joueur peut se déplacer, chaque type d'objet de box brush a ses propres paramètres. Comme par exemple, ici, je peux ajuster la hauteur. Après ça, je peux ajuster le nombre de côtés que mon cylindre. Comme exemple, je veux qu'il y ait 21 côtés. Sinon, je peux y mettre juste 3 côtés, ça va faire un triangle, 5, etc. Je peux dire qu'il est vide à l'intérieur, comme ça. Puis là, ça va me créer cette forme-là ici, qui est vide à l'intérieur. Puis, je peux aussi jouer avec
la taille, en fait, de cette section intérieure-là. Fait qu'il y a plein de choses que vous pouvez jouer, là. Un des derniers trucs qu'il y a qui est pas mal utile, des fois, c'est les escaliers quand on fait des intérieurs. Parce que ça me permet, il y a la version courbe et la version linéaire, parce que ça me permet aussi de jouer, admettons, avec les grandeurs de marche. Tu sais, est-ce que je veux que ce soit des petites marches bien directes ou je veux que ce soit des grandes marches de pédestal? La hauteur des marches, la largeur et le nombre aussi. Une fois que j'ai trouvé ma bonne grandeur, ben, je peux dire, OK, ben, moi, je veux que mon escalier y ait 33 marches. Et là, ça va faire un géant truc de même. Fait que vous allez pouvoir découvrir ces outils-là puis tout au fur et à mesure que vous allez travailler dans le projet. Comme ça. Là, sur une autre note complètement, je vais vous montrer un autre outil. Puis vous allez pouvoir décider lequel vous voulez utiliser, mais celui-là, c'est un outil qui permet en fait de travailler carrément des terrains. C'est pas très plus compliqué en fait, c'est juste que c'est des outils un peu différents. Fait qu'on va changer de ça ici, brush, comme ça. Puis on peut aller dans Landscape. Ici. Si je clique dans Landscape, ça m'ouvre un nouveau mode qui me permet en fait de créer des terrains dans un. Puis moi, j'ai ça ici qui s'est affiché en vert. Puis ça ici, qu'est-ce que c'est? C'est concrètement un preview de qu'est-ce que mon terrain pourrait être si je le créais. Comme ça. Moi, je veux pas quelque chose de si grand que ça. En fait, juste pour que ce soit plus clair, je vais le mettre à côté là pour qu'on ait plus de place. Comme ça ici. Puis, comme vous voyez, j'ai différents paramètres que je peux modifier. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit truc. Plus petit que ça, je pourrais dire. Fait que qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va, au lieu que ce soit du 8 par 8, on va faire un 4 par 4, comme ça. Puis ça va être, même ça, on pourrait faire un 2 par 2. Comme vous voyez, quand je change ça, ça change le nombre de carrés que j'ai ici. Fait que si je fais 3 comme ça, ben ça va mettre 3 carrés par 2, etc. Une fois que ça c'est fait, puis que j'ai trouvé, admettons, ça, je trouve que c'est une taille bien correcte pour mon niveau, je vais faire Create ici. Ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va me créer une masse de taille que je vais après ça pouvoir sculpter ou peinturer. C'est ça qui est souvent utilisé, mettons, quand vous entrez, moi, je sais pas, vous jouez comme Breath of the Wild, qui est plus monde ouvert, etc. Les blockings des niveaux sont jamais faits genre avec des cubes de blocking parce que c'est juste trop gros. On veut quelque chose qui soit plus comme des montagnes, etc. C'est avec ça qu'on va jouer. OK. Fait que là, quand j'ai créé mon terrain comme ça, je me retrouve avec cette petite brush ici, comme vous voyez, qui joue avec mon espace quand je me déplace. Puis j'ai plein d'outils ici. Sculpt, Smooth, Flatten, Ramp, Erosion, plein d'affaires. Concrètement, c'est des brushes que quand je clique, ça va faire quelque chose, puis si je shift et je clique, ça va faire autre chose. C'est tous les outils fonctionnent quasiment de la même manière. Juste faire CTRL-Z. Admettons, ici, là, par rapport à ce que j'ai fait, mon player start, comme vous voyez, puis tout, ils se retrouvent dans le sol. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que là, comme vous voyez, là, je suis dans l'outil Scout, l'outil de base. Fait que si, admettons, je clique avec ma souris, comme ça, et que je maintiens, ben, je peux créer une grosse montagne de même. Comme ça. Cette montagne, ça aussi, ça va créer le terrain. Parce que quand je vais faire play, je vais pouvoir me promener sur ce terrain-là, ici. Admettons que là, je me suis trompé et je me suis dit, ah, c'est trop proche de mon projet, je vais l'enlever. Pour faire l'inverse d'un outil, il faut appuyer sur la touche Shift. Fait que là, si j'appuie sur Shift et je clique, ça va creuser. Fait que là, par exemple, je peux creuser ici comme ça. Fait que là, j'ai récupéré mon espace. Fait que si je fais play là-dedans, ben, je me retrouve dans ce terrain-là, géant, où ben, je peux sauter par ce trou-là, puis là, je me retrouve à l'intérieur du terrain ici, comme ça. Je peux me déplacer. On manque un peu de temps, fait que je vais pas passer à travers tous les outils, mais les outils sont assez self-explanatory. Il y a le Smooth ici, qui permet de juste me smoother. Mettons, je trouve que ma montagne était un peu trop pique, puis je veux vraiment un truc plus rond. Je peux faire ça de même. Puis tous les outils ont un niveau de strength.
Fait que, par exemple, ici, si j'appuie, je dis « Oh, OK, Zon, ça c'est trop vite, là. Je veux y aller tout doucement. » On montagne. Ben, je peux réduire le strength de mon outil. Puis là, ben, ça va monter plus doucement quand je vais le faire. Si au contraire, je veux que ce soit vite, comme ça. Les autres outils que vous pouvez utiliser qui sont associés là, c'est la brush size et la brush fall off. Ça, c'est comme dans un outil, c'est comme, mettons, qu'on peut voir dans Photoshop ou autre, c'est comme quand on peinture. Comme vous voyez, j'ai un cercle, j'ai un grand cercle autour de ma brush, puis j'ai un petit cercle central. Le petit cercle, c'est le principal de ma brush. C'est ça qui va avoir la force maximale, qui est ici. Le fall off, c'est ça qui va faire le smooth qui va descendre. Par exemple, si je pèse pendant 2 secondes, ben, j'ai le centre de mon cercle qui a pris la force maximale du 2 secondes, puis j'ai le reste qui a smoothé doucement au reste. Si jamais j'enlève complètement mon fall off, ben, ça va monter une tour droite, comme ça. Puis si, au contraire, je mets beaucoup de fall off, ben, ça va faire la montagne beaucoup plus smooth. Comme ça ici. Pareil, puis ben, le brush size, ben, c'est le brush size. Si je veux faire des plus petits détails, ben, je vais faire ça de même. Comme ça. Fait que là, est-ce qu'on a des questions rapides là-dessus avant que je passe à la... Personne n'est perdu? Good, tant mieux. Pour le niveau que vous allez faire, je vais vous laisser utiliser l'outil que vous voulez. Vous pouvez soit utiliser cet outil-là de création de terrain, puis ajouter des éléments en blocking, ou vous pouvez le faire entièrement en blocking. Ça va être votre choix. Là, ce que je vais faire pour le temps qui nous reste, c'est que je vais vous présenter le jeu qu'on a, puis les outils que j'ai créés pour le jeu. Puis, je vais vous expliquer un peu votre niveau qu'on a à faire. Juste pour savoir si on est bien serré dans le temps, est-ce qu'il y a quelqu'un que, genre, à 2 heures pile, il faut qu'il s'en aille? Non? OK. Moi, il faudrait que je Ouais. parte à 2 heures. OK, c'est good. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout finir complètement, mais sinon, le reste va être disponible sur la vidéo YouTube, Kidou. si jamais il y a un surplus. Parce que je veux quand même prendre le temps de vous l'expliquer pour que vous puissiez trouver comme il faut. Puis même si je vais vous décrire le niveau que je demande, je vais vous faire un petit mandat à l'écrit dans le Discord qui va expliquer plus en détail le niveau que je vais vous demander de faire. Pour juste pour que tout le monde puisse pas avoir à tout se rappeler par cœur, parce que c'est déjà un cours très chargé en matière. Fait que là, on va retourner dans notre third-person map, puis je vais vous montrer un peu plus... en fait, c'est first-person map. Je vais vous montrer un peu plus en détail c'est quoi, qu'est-ce que j'ai programmé pour le jeu. Donc, comme je vous avais expliqué, le jeu est un peu inspiré des 3C qu'on peut retrouver dans les jeux Resident Evil 7 et 8. Puis, c'est un jeu qui est plus axé action-horreur. Fait que notre personnage, pour l'instant, je vais ajouter d'autres mécaniques par la suite. Mais avec le temps que j'ai eu, j'ai principalement programmé un arc avec des munitions, des flèches qu'on peut trouver dans les niveaux, puis qui peut attaquer des ennemis. J'ai créé pour l'instant 2 différents types d'AI que vous allez pouvoir intégrer à l'intérieur de votre niveau, puis certains objets qui vont vous être utiles pour interagir soit avec le joueur, soit avec les AI. Donc, on va commencer par la base. Je vais étirer ça ici pour vous faire de l'espace, surtout avec le partage d'écran. OK. Fait que pour la base, quand on se déplace, comme vous voyez, on a un personnage qui est à la première personne. On ne peut pas voir ses pieds. Vraiment, la seule chose qu'il y a, c'est les bras dans l'engin. Pour ce qui est des différentes touches qu'on a, principalement. La première chose qu'on a, c'est si vous appuyez sur Shift, vous pouvez avoir accès à un sprint. Le sprint dépense de la stamina, qui est la barre en bas à gauche. Puis si vous lâchez la touche de sprint, le stamina se recharge doucement pour le joueur. Ça. Après ça, on a aussi une touche de crouch qui aide à cacher le joueur derrière des objets et qui ralentit sa vitesse pour qu'il puisse se faire voir moins facilement
par des ennemis. On a aussi une touche de saut, ici. Puis ça, c'est classique de saut. Si jamais je cours, puis je saute, je vais aller plus loin que si je saute en marchant. Vraiment. Ensuite, au niveau du gun. Ça ici, si j'ai utilisé le gun de base présent dans Unreal, parce que vu qu'on est vraiment en level design, on ne prend pas la peine de rajouter de l'art par-dessus, on est vraiment en mode, on fait des level design, puis ça, c'est comme si vous étiez dans un prototype de jeu. Puis, la mécanique principale qu'on a, c'est que si on maintient le clic appuyé, il y a un petit zoom de caméra qui se fait. Vers ça, je peux tirer avec mon gun pour tirer comme si je tirais à l'arc. Si jamais je fais juste cliquer rapidement, la flèche s'en va pas loin. Puis si je maintiens le tir et je tire, ça va plus loin, comme ça ici. Le feedback qu'on a pour l'instant, c'est vraiment juste le zoom qu'on a de la caméra, qui est comme un peu un aim, ou comme là, je veux voir la caméra zoomer doucement, puis je peux tirer par la suite. Comme vous voyez, après ça, j'ai un compte de flèches. Fait que si jamais j'ai atteint mon maximum, je ne peux plus tirer. Mais par exemple, je peux récupérer les flèches que j'ai tirées, puis des flèches qui sont présentes dans les niveaux. Puis quand je les récupère jusqu'à un maximum de 10, je peux les récupérer, puis recommencer à tirer. Comme ça. Ça, c'est les mécaniques de base principales du joueur. Ensuite, j'ai créé deux AI principales. Ces deux AI-là sont inspirés du folklore amérindien. Le premier, qui est un des ennemis les plus puissants, en fait, qui est le rectangle rouge avec la visière de Among Us qui se promène, c'est le Wendigo. Le Wendigo a une vision plus restreinte autour de lui, mais a une ouïe très développée. Fait que si jamais je fais du bruit, peu importe c'est où dans la map, comme ça ici, il va avoir entendu puis il va s'en venir pour voir c'est quoi le bruit. Puis s'il me détecte, je vais me faire tuer puis je vais mourir. C'est juste ça. Voilà. Attends. L'autre AI que j'ai faite est inspirée aussi du folklore amérindien. C'est une. En fait, c'est une. Comment dire? Une créature moins connue qui s'appelle le Flying Head, qui est en fait concernant juste une tête volante. Cette IA-là ne va pas directement attaquer le joueur, mais c'est l'équivalent d'un drone d'alerte. Si le joueur se fait détecter par la tête volante, la tête va envoyer un signal d'alerte qui va alerter tous les autres ennemis dans la zone pour aller attaquer le joueur. Puis elle peut aussi être tuée comme ça avec l'arc. Tout ce que j'ai créé ici est totalement ajustable pour vos niveaux. Ce que vous voyez ici, c'est un système de patrol path que vous allez pouvoir utiliser dans mon niveau, qui est concrètement un chemin que va faire l'IA pour aller d'un point A à un point B. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que pour l'exercice, je vais aller setuper ça dans mon niveau, en fait. OK. Fait que, dans mon niveau, si je vais chercher mon content comme ça, puis je vais dans la section Blueprint que j'ai faite juste ici, j'ai différents dossiers. J'ai un SoundMaker, un checkpoint, widget, vous n'aurez pas besoin de trop toucher avec ça normalement, des items que je peux pick up, puis le dossier AI. On va commencer par les AI. AI, j'ai créé plein de trees, etc. Ça peut être un peu mélangeant, comme ça. Mais concrètement, vous avez pas juste besoin de toucher aux deux AI qui sont ici, puis au dossier PathPoint. Dans les jeux, en général, les IA sont contrôlés par des pathpoints, en fait, qui sont des chemins que les IA doivent suivre pour se rendre d'un point A à un point B. Si, mettons, vous êtes dans un jeu de stealth,
puis vous avez un garde qui va faire des allers-retours dans un couloir. Souvent, c'est programmé par une méthode qui est utilisée en IA par les pathpoints. Fait que la manière que ça fonctionne que j'ai faite, c'est, mettons, je prends mon IA du Flying Head ici, comme ça. Si vous allez dans les détails de mon IA, vous pouvez voir qu'il y a différents éléments ici. Puis j'ai ici dans Default un onglet qui s'appelle Patrol Path que vous pouvez ajouter en fait à l'IA. En fait, quand je fais le petit plus ici, je peux aller sélectionner un Patrol Path qui est présent dans mon niveau pour le donner à mon IA pour que l'IA suive ce Patrol Path-là. Fait que si je vais aller dans mon Patrol Path, ben, je peux aller chercher, vous avez 3 objets principaux que vous allez pouvoir utiliser dans mon niveau. Le premier est le Path Point System, le deuxième, le View Path, et le troisième, le Walking Path. Le Path Point System, la manière qui fonctionne, c'est qu'il sert à, en gros, il sert à contenir l'information de votre Path Point. Fait que si, mettons, mon IA, que je vais faire, c'est que je vais prendre la petite pipette ici, comme ça, puis je vais aller cliquer sur mon Path Point System pour dire je veux suivre ce Path Point-là. Fait que ça va dire mon IA, quand je vais appuyer sur Play, mon IA, elle va suivre le Path Point qui va être donné par ce Path Point System-là. Le Path Point System, lui, qu'est-ce qu'il contient? C'est qu'il contient 2 arrays ici, le Walking Path et le View Path. Le Walking Path, c'est assez simple, concrètement, c'est le chemin que l'IA va faire quand elle se déplace. Fait que si je prends ça ici, Walking Path, et que je le place sur le chemin, je vais en mettre un là. Après ça, je peux copier. Vous pouvez les drag and drop, vous pouvez les copier-coller. Je vais les copier-coller. Je vais faire ça de même. Après ça, je vais dire va continuer tout droit par là-bas. Après ça, tourne par là ici. Et finalement, reviens ici. Puis comme ça, l'IA va faire un carré. Comme ça. Dans mon Patrol Path, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter des arrays pour chacun de mes paths. Fait que là, ça va faire 1, 2, 3, 4 parce que j'ai placé 4 points ici. Puis, je vais aller sélectionner mes différents points. Fait qu'on va avoir Walking Path, Walking Path 2, Walking Path 3 et Walking Path 4. Ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va faire que l'IA va tout le temps se déplacer, en fait, dans le chemin de son Patrol Path. Fait que si je fais Play, comme ça. Ah, c'est vrai. La raison pourquoi elle ne bouge pas, c'est parce qu'on n'a pas setup le View Path. Parce que je n'ai pas encore placé comme de quoi c'est optionnel. Je vais rajouter en programmation. Mais actuellement, on a une direction. Fait que là, l'IA va faire se déplacer de même. 1, 2, 3, 4. Mais je peux aussi setup la direction dans laquelle je veux que l'IA regarde quand elle arrive à un Patrol Path. Et ça, c'est à ça que sert le View Path. Fait que si je place, admettons, je veux que quand elle arrive à ce point-là, elle regarde dans cette direction-là, ben, je vais placer un View Path ici. Après ça, moi, je veux que quand elle arrive dans cette direction-là, elle tourne immédiatement à regarder dans cette direction-là. Fait que je vais mettre un View Path ici. Ici, je veux qu'elle regarde par là. Puis ici, je veux qu'elle regarde par là. Fait qu'après ça, si je retourne dans mon Patrol Path System, je peux faire encore 1, 2, 3, 4. Puis je peux aller chercher View Path, View Path 2, View Path 3 et View Path 4. Comme ça ici. Fait que là, maintenant, si je fais Play, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que dans les niveaux, les IA ont besoin d'un système spécial qui s'appelle le NavMesh. C'est un des trucs les plus simples que vous avez à faire en level design, concrètement, mais il faut quand même y faire attention. Le NavMesh, c'est quoi? C'est la zone verte qui était présente dans mon autres niveaux qui permet de qui permet de donner, en fait, à quel endroit mon IA peut se déplacer. Fait que si vous allez dans votre section Place Actor, ici, et vous faites Nav, comme ça, mais vous pouvez aller chercher le NavMesh Bound Volume, juste ici. Si vous le drag and drop dans votre scène, comme ça, si j'appuie sur P, comme papa, je peux activer ou désactiver le NavMesh,
Puis les zones vertes, concrètement, c'est les zones dans lesquelles mon IA peut se déplacer. Fait que je vais tirer ça comme ça, puis ça comme ça. Fait que là, j'ai créé une zone carrée où mon IA peut se déplacer à l'intérieur du jeu. Fait que si j'appuie sur Play, comme vous voyez, on voit mon IA se déplacer entre les différents points que j'ai créés. Là, le bruit que vous entendez, c'est le bruit de base que j'ai pour faire que les IA puissent détecter le joueur. Quand le Flying Head détecte un joueur, il fait ce bruit-là. Voilà. Comme ça. Fait que là, le Flying Head va suivre son patrol point comme ça. Puis il va faire son carré infini. J'ai différentes behaviors dépendant des IA. Puis, ça va être un peu votre rôle en tant... Là, je ne vous demande pas de faire ça pour le premier level design. Mais par la suite, il y a un moment où je vais vous apprendre à comment les bonnes méthodes de faire un tutoriel. Puis dans ce temps-là, ça va être aussi, si on a une nouvelle IA dans le niveau, ça va être votre défi dans le niveau de réussir à apprendre le fonctionnement d'une IA au joueur sans qu'on ait un pop-up de texte qui dit cette IA-là fonctionne de cette manière-là. Mais pas besoin de s'en soucier pour le premier niveau. Fait que là, ça, c'est la manière qu'on set up de base dans un chemin pour une IA dans Unreal. Ben, en fait, pas dans Unreal généralement, c'est dans le système que j'ai créé, parce qu'il y a plein de manières de faire ça, mais j'ai décidé d'adopter ce système-là. Ensuite, une fois que vous avez une IA setupée, j'ai créé différents trucs qui peuvent vous être utiles dans vos niveaux. Le premier qui peut vous être utile, si on commence, c'est avec les pick-up. Comme on avait parlé, on a un arc dans le jeu qu'on peut utiliser, puis pour ça, il nous faut des flèches. Fait que là, si je vais ici, ben, je peux rajouter comme ça un arrow group ici. Puis dans le arrow group, j'ai rajouté, vu que c'est comme un pick-up qui peut contenir plusieurs flèches, j'ai rajouté un truc qui vous permet de setuper le nombre de flèches que vous voulez donner au joueur. Fait que si, mettons, je veux que ça donne 4 flèches au joueur, ben, quand je vais faire play, si j'arrive ici et que je récolte le groupe d'arrows, je passe de 5 à 9 flèches. Puis j'ai aussi un pick-up pour des flèches seules que vous pouvez placer. Vous pouvez faire comme s'il y avait eu un champ de bataille. Fait que je pourrais la placer de même, j'aurais ça l'avancer un peu comme ça, la lever, puis la tourner pour faire comme si elle s'était plantée dans un arbre ou autre. Après ça, quand le joueur va passer, ben, il va pouvoir récolter sa flèche. Comme ça. Puis ça va donner des flèches de plus. Ça, c'est les pick-up de base que j'ai fait pour l'instant. Il y a aussi un pick-up qui est l'arc directement, que je n'ai pas encore placé dans le pick-up, mais que vous devez faire ramasser au joueur quand il commence un niveau. Si je retourne juste chercher pour vous le montrer, dans Blueprint, c'est le BP Pickup Rifle. Je vais le bouger dans le beau dossier par la suite. Mais concrètement, si je veux, le joueur commence sans l'arc habituellement parce que c'est le template d'Unreal qui commence comme ça. Puis après ça, ben, si je veux l'utiliser, comme si je clique, là, ça fait rien. Si je veux l'utiliser, il faut que j'aille puis que je récolte mon gun, puis là, ben, je peux tirer avec. Comme ça ici. Est-ce que je peux quick shot? Pas pour tout. Fac. Ça, c'est le pick-up de base. Vous allez pouvoir le passer en niveau. Puis, c'est là que rentre un peu de design économique dans le jeu. On est un jeu de horreur-action. Fac, dans les niveaux, il ne faut pas que le joueur soit en une situation où il manque de munitions quand il en a besoin. Mais il faut quand même qu'il y ait un petit challenge. Si je tombe constamment contre des munitions, ben, il n'y a plus de difficulté pour moi. Fait que je vais revenir plus tard dans le jeu, mais ça va être à vous d'équilibrer le nombre de flèches que le joueur va pouvoir trouver dans le niveau pour se défendre. Ensuite, si on retourne dans les blueprints que je vous ai faits, qui est toujours dans le dossier blueprint ici, j'ai créé 2 zones. La première est un checkpoint. Si on se fait tuer par le Wendigo, on est téléporté au dernier checkpoint qu'on a sélectionné. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais juste rajouter un Wendigo rapidement dans la map, puis je vais lui donner le même path point que notre Flying Head, pour que ce soit pas
Juste pour économiser du temps. Comme ça. Puis, dans son détail, je vais descendre, puis je vais aller ajouter un array de path path, puis sélectionner mon petit cube ici pour mon PowerPoint system. Puis, je vais ajouter aussi, juste ici, mon checkpoint. Comme ça. Le checkpoint, je peux l'étirer comme ça pour faire la zone que j'ai envie de faire à l'intérieur. Il y a des manières de tirer ça plus au propre pour pas que ça fasse un gros sac de même, mais je vous montrerai ça une autre fois. Comme ça. Juste faire ça bien large pour être sûr que je ne manque pas la zone vu qu'on est dans un grand terrain vert. Fait que si je suis là en ce moment, je me fais voir par l'IA. Puis qu'elle m'attaque, elle va me tuer, puis je vais me téléporter à mon player start parce que c'était mon dernier point de spawn que j'avais. Mais si je m'en vais sélectionner ma zone, comme ça ici, de checkpoint, la zone disparaît. Si jamais je me fais revoir par l'IA, puis qu'elle me tue, je vais respawner à mon spawn point. Fait que ça, vous pouvez l'utiliser dans vos niveaux si vous voulez comme faire plusieurs étapes que le joueur peut traverser, puis pas avoir à refaire le chemin au complet à chaque fois. Puis finalement, ici, on a un SoundMaker. Puisque notre joueur, les IA peuvent détecter le son pour détecter le joueur, ben vous pouvez ajouter des zones de son au sol, comme ici. Puis je vais la mettre, tiens, je vais la mettre là-bas. Fait que là, par exemple, vous, dans votre level design, vous pouvez dire que le joueur a pilé sur une brindille qui a causé du son, ou il y a un tas de feuilles mortes parce que c'est l'automne, puis ça a causé du son, fait que ça fait en sorte que les IA proches ont détecté le joueur. Pour l'instant, c'est un beau gros bruit d'explosion, il me semble que j'ai mis pour rester bien discret. Je pense que c'est dans ce coin-là. Puis là, j'ai explosé, puis là, ben, les IA m'ont détecté, puis s'en viennent vers moi. Me tuer. Fait que ça, c'est tous les outils principaux que je vous ai programmés pour faire votre premier niveau de jeu. Est-ce que quelqu'un a des questions sur les outils? Non? OK. Si jamais, à un moment donné, vous êtes perdu, n'hésitez pas à m'écrire. Je peux vous montrer sans problème, vous expliquer le moment venu. On y est presque. On a fait le bloc de plugin, l'interface, c'est important, etc. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que, ouais, on a fait le tour des éléments que je vais montrer aujourd'hui. Maintenant, je vais vous présenter votre devoir. Comme je vous ai dit, le premier niveau que vous allez faire va s'appeler chasse. Dans une production de jeu, c'est très rare qu'on fait les niveaux en ordre. On va faire les niveaux par rapport à où est-ce qu'on est rendu. Pourquoi aussi? Parce que le premier niveau du jeu contient souvent le tutoriel. Et le tutoriel du jeu, ben, on ne veut pas le faire en premier parce que le jeu et les mécaniques vont changer constamment au cours de la production. Fait que si on commence par le tutoriel, il va falloir changer le tutoriel tout le long de la production. Fait que souvent, le tutoriel est seulement fait lors des premiers playtests où on a besoin que le tutoriel soit là. Fait que souvent, c'est des playtests qui sont sans aide. Fait que c'est pourquoi on ne va pas commencer par le premier niveau, qui est le niveau du village. On va commencer par un autre niveau qui est celui justement de la chasse. Pour mettre en contexte, dans ce niveau, notre héros doit traverser un lac qui est gardé par un gardien. C'est un esprit qui est aussi partie des légendes amérindiennes que j'ai découvert en faisant mes recherches. Et ce gardien-là, pour pouvoir traverser sa rivière, tu as besoin de lui faire une offrande. Une offrande qui est souvent une offrande de chasse. Fait que, malgré les dangers, notre personnage est obligé de partir en forêt pour aller chasser un animal, parce que s'il essaie de traverser la rivière sans l'animal chassé, il va se faire tuer par le gardien. Puis, enfin, il décide de partir faire sa chasse. Et au moment où il réussit à abattre son cerf se fait complètement
son cerf, qui est maintenant mort, se fait attraper par un Wendigo qui était dans le chemin, qui se met à le dévorer. Et là, on se retrouve dans une situation où le personnage se retrouve en plein milieu de la forêt, avec le Wendigo qui traîne autour et des Flying Heads qui traînent avec le Wendigo. Fait qu'en fait, tout ce que je vous demande pour votre premier niveau, c'est de faire un défi de discrétion où notre joueur doit partir du centre de la forêt pour en sortir, pour revenir à son point d'origine en réussissant à récolter un objet sur le chemin. Pour l'instant, vous pouvez juste mettre la position de l'objet, mais l'objet, ça va être votre offrande que vous avez besoin. Fait, par exemple, la tête du restant du cerf, si vous voulez. Les défis principaux que le joueur va rencontrer, c'est que puisqu'il est au milieu de la forêt, il n'a pas accès à beaucoup de munitions. Puis les Flying Heads, eux, se font tuer avec une seule flèche, quand on réussit à les tirer comme il faut. Fait que c'est à vous de gérer les munitions que votre joueur va avoir accès pour quand il tire avec son arc pour toucher un ennemi. Est-ce qu'il va tuer certains ennemis? Est-ce qu'il doit passer certains ennemis sans les tuer? Puis pour ne pas se faire détecter, parce que si une Flying Head détecte le joueur, il va alerter le Wendigo, puis le Wendigo va foncer et tuer le joueur immédiatement. Le Wendigo, lui, est intuable. C'est une créature qui est extrêmement forte et qui ne peut pas être tuée par un simple arc et flèche. Fait que je pense que je vais faire une autre vidéo, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps pour vraiment vous mettre en contexte de au complet. Mais je vous demande qu'est-ce que vous faites, c'est de faire un premier pitch d'un level design où mon personnage se retrouve dans la forêt et doit réussir à s'en sortir en récoltant son cerf sans se faire tuer par le Wendigo ni se faire détecter par les têtes volantes. Est-ce qu'on a des questions directement comme ça? Parfait. Comme je dis, je vais vous faire une vidéo qui est plus explicative, il faut parler plus en détail des trucs que je veux. Mais comme je vous dis, celui-là, c'est vraiment un niveau qui est un premier pitch pour vous. Parce que dès le prochain cours, en fait, là, on va faire rentrer technique de guidage, etc. Fait que les premiers trucs que je peux vous dire, c'est éviter de faire des chemins trop droits. Donner l'occasion aux joueurs d'avoir plusieurs possibilités de chemins différents pour se rendre à son objectif sans que ça soit too much pour pas qu'ils se perdent. Bye, Hilary! Puis c'est ça, essayer de faire un chemin pour le joueur qui soit le fun et challengeant. Fait que c'est pas mal tout pour le cours d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a des commentaires, questions? Moi, j'ai une question. Ouais. Est-ce que tu as une saison en particulier en tête? J'imaginais l'automne pour pouvoir utiliser des feuilles au sol qui pourraient craquer. Ok, intéressant. Puis, est-ce qu'on peut faire des mécaniques supplémentaires dans notre cas? Mettons, moi, je peux-tu genre programmer des trucs dans mon niveau pour me pousser un peu plus? Oui, si tu veux, comme par exemple, moi, un des trucs que j'ai pas eu le temps de faire, que je voulais faire, c'est un système de pouvoir lancer un caillou pour envoyer un ailleurs. Je pense à la même chose. C'est ça, j'ai pas eu le temps de le faire, malheureusement, parce que je me disais c'est super utile en économique de toi de voir où est-ce que tu en mets, etc. Mais j'ai vraiment juste manqué de temps avec les IA cette semaine-là. Fait que si tu veux programmer la mécanique, ben go for it. Et comme ça, ben les autres pourront l'utiliser aussi de leur côté. Ok, fait que je vais voir ce qui me vient en tête. Parfait. C'est good. Fait que oui, je vais vous envoyer ça plus en détail. Tout le monde est ça. Si vous êtes bloqué par quelque chose, vous pouvez me prévenir. Essayez de faire votre premier pitch, puis après ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'au prochain cours, je vais faire la partie de matière sur le guidage, puis après ça, on va prendre du temps pour regarder les niveaux où est-ce que vous êtes jusqu'à maintenant, puis rediriger le tir pour la suite, si jamais il y a besoin. Malo, de ton côté, toi, tu m'as pas marqué que tu étais intéressé en level design, puis beaucoup plus en design technique. Fait on va pouvoir s'écrire, mais je vais plus te donner des choses à programmer dans l'engin de jeu qui soient du content, en fait, du design technique, dans le sens faire un genre de puzzle que les autres joueurs vont pouvoir utiliser dans leur futur niveau, que tu vas designer et programmer, puis rendre ça comme rendre ça vraiment assez modifiable par les autres pour qu'ils puissent l'utiliser dans leur niveau, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui te plairait? Oh, ouais, carrément, c'était pour ça que je venais principalement. Exact, ben, parfait.
Fait que je te contacte par après, mais je vais te donner des trucs que tu pourrais faire. Des fois, tu vas faire des trucs pour les niveaux actuels, mais des fois aussi pour les niveaux d'avance, pour qu'ils soient prêts pour les prochains niveaux, quand les gens vont être rendus là. Fait que je te contacte par Discord plus tard pour qu'on s'en parle. Ok, Ouais, ça roule. Ok. cool. Pour tous les autres, si je me trompe pas, juste regarder dans mon planning, qu'est-ce que j'avais marqué? C'est un beau fiche Excel. On a. Oui, pour toutes les autres, c'est vraiment le level design de la chasse que vous devez faire. Puis après ça, ben, qu'est-ce que je vous propose, c'est d'y aller avec votre spécialisation. Comme par exemple, puisque Francis, lui, est en design économique, en plus de level design, je m'attends vraiment à ce qu'il y ait une attention particulière qui soit donnée au nombre de flèches que je trouve par rapport aux ennemis, etc. Pour la narration, c'est un peu compliqué pour l'instant. C'est plus à partir du prochain niveau qu'on va l'inclure. Mais vous pouvez quand même commencer à réfléchir à OK, quand je fais mon level design, qu'est-ce que je vais faire tomber sur le joueur? De quelle manière le joueur va être présenté aux ennemis, etc. Pensez à ça quand vous faites votre level design. Fait que je vous libère pour aujourd'hui. Ça a été rushé un peu à la fin, mais on a réussi à faire tout. J'avais une dernière Fait que, question. oui. Est-ce qu'il y a moyen de mettre une visée? Ouais, le Genre- petit truc au centre, là. Ouais. Oui, je peux l'ajouter. Ok, c'est bon. Parce que je l'aurais proposé, mais là, j'étais comme, est-ce que je le mets juste dans mon niveau, genre dans le script de mon level, puis tout, mais ok. Non, je vais faire un petit widget là, rapide pour faire la visée du personnage. Fantastique. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre a des questions avant de finir? Moi, ça va. Tout est beau? C'est good, c'est Génial. cool. Fait que n'hésitez pas à m'écrire si quelque chose, puis sinon, ben, on se parle cette semaine ou on se voit lundi prochain. Merci Parfait. beaucoup, Sam. Et merci, Sam. Sam. Merci, Bravo, Sam. Sam. Merci, Sam. Merci. Bye bye. Merci. Bye Bye bye. tout le monde. Salut. Bye.